Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce 9e Nouvel Esprit Public qui est enregistré, comme une fois par mois, c'est devenu maintenant la tradition, au théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne, que je remercie de nous recevoir. Je vous donne, comme d'habitude, au début de cette émission, quelques nouvelles de notre podcast. D'abord, je signale que le trio Wanderer qu'on vient d'entendre jouer le premier mouvement des trio Dumka ou Dumki, je ne sais jamais quel est le majuscule, le pluriel et le singulier, de Dvorak fête ses 30 ans et que, à cette occasion, on republie un certain nombre de leurs disques que je ne saurais trop recommander. Je vous signale qu'à l'heure où vous nous écouterez, c'est-à-dire à partir de l'heure à laquelle vous pourrez nous écouter, c'est-à-dire à 6 heures du soir, il vous restera à peine 30 heures pour contribuer au financement de cette émission en vous rendant sur le site Ulule, ulule.com/Nouvel Esprit Public sans séparation. Toutes les contributions comptent, sachez-le et faites-le savoir. Ne perdez pas de vue que nombre de ceux qui ont apprécié nos conversations hebdomadaires par voie hertzienne ne savent pas qu'elles ont repris sur la toile et en podcast. N'hésitez pas à faire tourner l'information et le lien avec notre site, qui celui-là c'est www.lenouvelespritpublic sans aucune séparation.fr. Il vous donnera des nouvelles, des informations, des moyens d'écouter l'émission que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui et aussi les 8 émissions précédentes. Je vous informe du fait que Radio France a fait appel de la décision du tribunal qui l'a renvoyé de sa demande de me faire interdire l'utilisation de Nouvel Esprit Public. J'y ajoute, mais j'y reviendrai en les précisant le moment venu, diverses pressions exercées sur des participants à cette émission. Et qui laisse penser que, décidément, nous aurons beaucoup de mal à exercer ce qui s'appelle le droit à la liberté d'expression. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont nous recevons pour la première fois avec plaisir le cofondateur et co-directeur Éric Fotorino. Le 1 publie cette semaine un numéro intitulé « Sécurité, égalité, fraternité » et l'une des particularités de cet hebdomadaire est de publier chaque semaine un poème choisi par Louis Chevalier, qui est lui-même poète, un poème en rapport avec le thème de la semaine. Et dans ce numéro, les vers sont des vers de Constantin Cavafy. Je vous les lis. Sans égard, sans pitié, sans scrupule, ils ont élevé de hautes murailles autour de moi. Et maintenant, je ne fais rien ici que me désespérer d'un tel destin. La pensée m'obsède et me ronge, car j'avais beaucoup de choses à faire dehors, pendant qu'on bâtissait les murs. Ah, que n'ai-je pris garde, mais jamais je n'ai entendu le bruit des maçons ni leur voix. C'est un monde insu qu'ils m'ont enfermé hors du monde. Voilà donc le poème publié cette semaine par Le 1. Quant à nous, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Éric Fotorino, que je viens de présenter, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commençons par nous intéresser à l'équation, à plusieurs inconnus, des Républicains. La haute autorité de ce parti a dévoilé jeudi les noms des 3 candidats en lice pour l'élection à la présidence du parti. Il s'agit du conseiller départemental du Finistère, Maël de Calan, de la conseillère régionale d'Île-de-France, Florence Portelli, et du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. La campagne pour le scrutin des 10 et 17 décembre prochains a donc officiellement débuté. Cette annonce intervient alors que de nombreux candidats ont peiné à réunir le nombre de parrainages requis pour concourir. Seuls 3 des 6 candidats déclarés figurent ainsi sur la ligne de départ. La démobilisation des militants a même fait craindre un temps une candidature unique, celle de Laurent Wauquiez, seul candidat à jouir à ce jour d'une réelle notoriété auprès du grand public et des médias. Cette situation, jugée désastreuse pour l'image du parti et l'autorité de son futur président, a finalement été évitée, mais les palinodies chantées sur l'exclusion ou le maintien dans le parti des députés constructifs laissent l'image d'une formation divisée et facilement au bord de la crise de nerfs. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait figure de favori incontesté.
Soutenu par l'essentiel de l'appareil du parti, il défend un projet situé dans le double héritage du sarkozysme et de la campagne de François Fillon. M. Wauquiez entend regagner le vote des électeurs de droite séduits par le Front National grâce à une offensive sur les thèmes identitaires. Et en même temps, il revendique les valeurs qui ont fait le succès de François Fillon lors de la primaire de 2016. Célébrant la culture et l'identité française, prônant une France des territoires et de la ruralité contre les métropoles mondialisées, M. Wauquiez entend s'affirmer comme la seule alternative à droite face au gouvernement. Pour ce faire, il a engagé une dynamique de rassemblement en nommant à la vice-présidence du parti Virginie Calmels, une personnalité du juppéisme, du moins pendant la primaire de la droite, et Guillaume Pelletier, de sensibilité villiéro-sarkozyste. Face à ce poids lourd du parti, Maël de Calan et Florence Portelli tentent de défendre les autres courants de la droite républicaine, respectivement porte-parole d'Alain Juppé et de François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre. Les médias les ont réduits au rôle de critique de Laurent Wauquiez et on ne voit guère les choix stratégiques qu'ils proposent à leur parti. La question de la porosité avec le Front National est la principale pomme de discorde. Une récente déclaration du mouvement Sens commun, aujourd'hui affilié au Parti Les Républicains, déclaration appelant à constituer une plateforme commune avec Marion Maréchal-Le Pen, a ainsi déclenché la controverse. Certains craignent un départ des juppéistes en cas de victoire de Laurent Wauquiez et de rupture avec la droite pro-Macron, enterrant ainsi l'unité de la droite de gouvernement. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Alors, à vrai dire, la solution à cette équation à plusieurs inconnus est assez simple, puisqu'il ne fait aucun doute que Laurent Wauquiez sera élu à la tête des Républicains en décembre prochain. La seule vraie inconnue, aujourd'hui, c'est son score. Pourquoi est-ce que ce résultat est à peu près acquis ? Parce que, de fait, les militants des Républicains ont été extrêmement tourneboulés par les événements des années 2016 et 2017. Et donc, ils sont à la demande d'un chef et sur une ligne qui est une ligne plutôt identitaire. Donc, ce sera Laurent Wauquiez. Et on peut dire qu'au bout de ce mouvement, la décomposition de la droite sera à peu près accomplie, puisqu'on va se retrouver dans une situation pré-UMP où on aura clairement trois droites. Une droite libérale européenne qui est dans l'orbite d'Emmanuel Macron d'une manière ou d'une autre, une extrême droite qui va se stabiliser, à mon sens, autour de Marine Le Pen, qui va arriver aujourd'hui à endiguer un peu l'hémorragie, et il restera une droite qui est une droite plus autoritaire, plus eurosceptique, plus étatiste, autour de ce qui va rester des Républicains. Donc, même s'il n'y a pas tellement d'inconnus sur cette élection, il me semble que derrière, il y a 4 grandes questions qui se posent. Donc, la première, c'est pour les Républicains eux-mêmes. Ce parti va donc avoir un leader, mais il n'aura pour autant pas forcément de programme, de stratégie et d'électorat. La question du programme, c'est évidemment la question de ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron a réussi à prendre à la droite de gouvernement à la fois une génération d'élus qui étaient les plus jeunes, toute la partie Juppé, qui était donc la partie la plus ouverte et la plus réformatrice. Ces réformes, puisque finalement, en matière de droit du travail, d'éducation, de fiscalité, pas pour les dépenses publiques, mais pour la fiscalité, c'est assez largement le programme de la droite qu'applique Emmanuel Macron. Et puis, on voit dans les enquêtes électorales que l'électorat de droite, aujourd'hui, en fait, soutient le gouvernement et le président. Alors, est-ce que cette droite est morte pour autant ? Pas forcément, parce que si on la compare notamment au Parti socialiste, il lui reste un atout majeur qui est son ancrage territorial et le réseau des élus locaux. C'est peut-être à partir de là qu'elle peut se reconstituer. Deuxième grande question, quelle recomposition pour le paysage politique ? Donc, on a au cœur de ce paysage politique un parti qui est à la fois énorme et vide, qui est le parti La République En Marche. Il va sans doute avoir un chef avec M. Castaner dans les prochaines semaines. Mais en fait, c'est la curiosité de la période présente, c'est que ce parti, lui aussi, n'a pas vraiment de stratégie, pas de doctrine,
pas de vraie sociologie. En fait, il n'est uni que par le soutien au président de la République, dont le jeu est évidemment de faire en sorte que, c'est pour ça que lui aussi essaye de structurer La République En Marche, essayer de faire en sorte qu'entre cet énorme bloc très impressionnant mais en même temps vide et les extrêmes, les insoumis d'un côté et le FN de l'autre, il n'y ait rien qui puisse repartir et que La République En Marche arrive finalement à fédérer un peu tout ce qui peut exister entre le centre et les extrêmes. Et on voit donc que cette recomposition va ultimement dépendre évidemment de la réussite ou de l'échec d'Emmanuel Macron. Troisième question que pose l'élection probable de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il faut faire de la politique aujourd'hui dans ou hors des partis ? Finalement, on s'aperçoit que au sein des Républicains, il y a deux des leaders potentiels qui sont aujourd'hui Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui ont fait le choix de se mettre en réalité quasiment en dehors du parti. Pas officiellement, mais d'essayer de reconstruire quelque chose en dehors des partis. Et ça, il faut reconnaître que c'est une des leçons de 2016-2017. Elle s'appliquera dans l'avenir. Mais finalement, il est frappant de voir qu'au sein du gouvernement et de ce qu'était à l'époque le camp de François Hollande, il y avait deux raisonnements extrêmement proches, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Manuel Valls a tout perdu en restant dans le parti. Emmanuel Macron a tout gagné en se mettant hors du parti. Quatrième question, c'est une question fondamentale, la France périphérique. Aujourd'hui, le problème politique majeur de la France, et qui est aussi un problème majeur pour la réussite des réformes, c'est le fait d'arriver à parler et à convaincre les deux France. Et il est vrai que c'est sûrement le principal passif politique de ce début de quinquennat, c'est que Emmanuel Macron est concentré sur une France, la France qui réussit, la France qui est inscrite dans la mondialisation et que certains, effectivement, appellent la France des métropoles. La carte du premier tour de l'élection présidentielle est extrêmement impressionnante. C'est la carte d'une France divisée. Le pari de Laurent Wauquiez est de parler à cette autre France, cette France périphérique. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas moderniser ce pays et on ne peut pas, à terme, être élu ou réélu si on n'arrive pas à parler aux deux France. Le problème de Laurent Wauquiez sera de ne pas se cantonner à une France périphérique autour d'un discours protectionniste, nationaliste et en partie xénophobe. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est de pouvoir parler à cette même France qu'on dit aujourd'hui périphérique. Marc-Olivier Pattis. Je vais réagir justement là-dessus parce que moi je suis assez réticent à cette description de la France coupée en deux, France des métropoles, France périphérique. Je pense que la France est coupée en beaucoup plus de clivages en réalité, y compris des clivages qui traversent chacun des espaces. Les métropoles ne sont pas des espaces homogènes, ils sont aussi composites. Il y a plus d'inégalités à l'intérieur des métropoles. Si on regarde de près, en fait, les pauvres vivent plus dans les métropoles que dans la France périphérique. Et évidemment, Nicolas a dit la carte est impressionnante, mais il y a un effet de déformation qui est lié à la visualisation de la carte, parce que la carte représente l'espace et pas la population. Et donc, si on regarde, si on fait des cartes qui adaptent en fonction de la population, les populations, elles sont dans les régions métropolitaines et c'est elles qu'il faut regarder. Alors, c'est vrai que ce thème des France périphériques, de la France périphérique, s'est imposé un peu par défaut dans nos lectures politiques des dernières élections présidentielles. Notamment parce que les journaux sont mis à publier beaucoup de cartes donc, qui ont un effet saisissant au regard, mais qui ne racontent pas tout. Et d'autre part, on a un peu plaqué sur la situation française des choses qui existent en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un clivage territorial très fort dans le vote autour de Trump. Et sur le Brexit, c'était très très clair qu'il y avait une opposition entre le Grand Londres et le reste du pays, au point qu'on a pu dire que le Brexit était plus un vote contre Londres parfois qu'un vote contre l'Europe. Mais en France, alors je le dis parce qu'on a publié une étude très fouillée sur le résultat de la dernière élection présidentielle qui montre que si on regarde
candidat par candidat, on ne retrouve pas cette clé de lecture. En particulier, si on regarde le vote d'Emmanuel Macron, c'est tout à fait remarquable qu'il obtient à peu près au premier tour de l'élection présidentielle le même score, quelle que soit la zone géographique à laquelle on s'intéresse, ce qui montre que c'est un vote beaucoup plus politique que sociologique. Ce n'est pas l'expression d'une sociologie. Alors cela dit, ce qui est vrai, c'est que Laurent Wauquiez, lui, a décidé de s'emparer de ce sujet de la France périphérique contre les métropoles que Macron est censé représenter. Il a 2 bonnes raisons au moins de le faire. La première, c'est qu'en l'absence d'opposition structurée, qui est la période curieuse aujourd'hui pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de leader des Républicains, il n'y a pas de leader socialiste, il y a juste Jean-Luc Mélenchon et puis Marine Le Pen qui a du mal à se remettre des résultats de la dernière élection. Donc en absence de ces leaders de l'opposition, ce sont les élus locaux qui ont porté la critique contre le gouvernement. Les élus locaux, régionaux, départementaux, etc., notamment en raison des conflits sur le budget, puisqu'il y a des réductions budgétaires qui sont prévues pour les collectivités locales. Il a une deuxième bonne raison de le faire, c'est que les Républicains bénéficient quand même d'un ancrage électoral extrêmement important avec des élus à tous les échelons. Donc c'est vrai que l'ancrage provincial des Républicains est fort, surtout par opposition à la République En Marche, qui par définition n'a pas d'élus municipaux, départementaux, régionaux. Et puis le troisième point, j'en avais annoncé 2, je crois, mais il y en a un troisième, c'est qu'il est président... Vieille tactique. Mais qui ne pouvait pas vous tromper, c'est que Laurent Wauquiez est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc ça lui donne une position politique de cet ancrage régional assez fort qui lui permet de lancer l'offensive sur ce point-là. Néanmoins, je suis sceptique sur, disons, cette ligne politique exclusive, parce que, à nouveau, disons, c'est un peu trop schématique. Cela dit, Wauquiez va avoir une opportunité parce qu'il va retrouver bientôt de l'espace politique, je pense, dans la mesure où Emmanuel Macron va devoir entamer un virage plus social dans ses décisions, notamment sur le versant du travail flexi-sécurité. On avait plus la flexibilité, mais les éléments de sécurité vont arriver avec la réforme de la formation professionnelle, et de même sur les réformes qui vont être annoncées sur le baccalauréat. C'est pas sûr que ça plaise autant à l'électorat de droite que ça l'a fait jusqu'à présent. Et donc, Laurent Wauquiez va pouvoir retrouver un espace, et du coup aussi Emmanuel Macron, qui sera plus exclusivement attaqué par Jean-Luc Mélenchon, mais qui aura une vraie voix à droite face à lui, aura une image beaucoup plus recentrée que celle qu'il a jusqu'à présent. Éric Fattorino. Alors, je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Nicolas Bavret, c'est-à-dire qu'il était inéluctable que Laurent Wauquiez soit le futur chef des Républicains. Dont acte en attendant, mais probablement. Alors pourquoi ? La première question que je me suis posée, c'est pourquoi ? On a vécu au printemps dernier l'aboutissement d'un processus au cours duquel on a éliminé un ancien président de la République de la droite, Nicolas Sarkozy, 2 anciens premiers ministres, en l'occurrence François Fillon qui avait gagné la primaire et Alain Juppé. Et finalement, la droite n'avait plus de chef, elle avait des sous-chefs. Ou alors, elle pouvait considérer qu'elle avait un nouveau chef sous la parure un peu nouvelle, comme un alliage avec des poils et des plumes d'Emmanuel Macron. Donc, aujourd'hui, Laurent Wauquiez, on pourrait dire qu'il a repris à son compte ce qu'avait dit De Gaulle dans d'autres circonstances. Le pouvoir n'était pas à prendre, il était à ramasser d'une certaine manière. Il a ramassé parce que la droite était en miettes, était en 1000 morceaux. Alors, si j'essaie de comprendre la stratégie de Wauquiez, c'est de radicaliser un petit peu, même si le terme a eu ces temps-ci des connotations différentes et très très péjoratives, mais à radicaliser un petit peu son camp, le réveiller avec une difficulté majeure, c'est que d'une certaine manière, Emmanuel Macron
avec ce grand bloc central qui s'est constitué derrière lui, et qui se constitue peut-être encore, est le premier qui, à ma connaissance, fournit à la fois la majorité et l'opposition. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans l'ensemble Macron, on peut avoir tout, et non pas et son contraire, mais enfin en tout cas de la discussion, même si pour le moment elle est bien serrée. On voit bien qu'il y a des garde-chiourmes qui serrent un petit peu les votes et les consignes de vote. Donc pour le moment, l'espace de la droite est compliqué, puisque Macron en occupe et les siens en occupent une grosse partie, et qu'il est non pas ni à gauche ni à droite, mais peut-être et de gauche et de droite, mais on a vu plutôt la droite s'exprimer ces derniers mois, notamment avec les ordonnances sur le travail, avec tout le travail sur la politique économique, et notamment des ordonnances. Donc l'espace pour Wauquiez est faible, mais ce qu'il entrevoit, c'est de pouvoir le radicaliser de manière à ce que le jour venu, et ça je rejoins Marc-Olivier là-dessus, le jour venu, alors est-ce que le jour viendra, lorsqu'en effet il faudra que Emmanuel Macron se rappelle à ses promesses, c'est-à-dire à la fois une société de mobilité pour ceux qui savent parler des langues, pour ceux qui sont à l'aise dans la mondialisation, mais aussi une société de place pour ceux qui n'ont pas cette capacité justement d'être dans la mobilité, donc revenir vers quelque chose d'un peu plus social, qu'on pourrait dire un peu plus marqué à gauche. Probablement que le discours de droite est affirmé reprendra des couleurs. En attendant, je pense que c'est quand même très étroit, et c'est ça qui donne ce langage assez curieux chez Wauquiez, qui accuse le président de la République d'avoir une haine de la province, de vouloir le ramener simplement à la bulle financière mondialisée, à l'aise dans la mondialisation, jusqu'à faire oublier qui il est. Et alors, qui est-il? Pour parler un bon français, qui est-il? C'est quelqu'un, comme vous savez, qui a brillé dans différentes institutions de la République, que ce soit Normal Sup, que ce soit l'ENA, etc. Il est sorti major, je crois, partout. C'est quelqu'un qui, si je m'en souviens bien, il m'avait accordé un long entretien il y a quelques années, il ne m'avait parlé que de deux personnages. C'était Sœur Emmanuel, qui l'avait marqué dans son stage d'ENA en Égypte, au Caire, et il m'a parlé de Jacques Barrot, et c'était Pompidou. Il était né après la mort de Pompidou, ou quasi, mais il m'a parlé de Montboudif, il m'a parlé de cette terre profonde, de cet enracinement. Et ce qui est assez curieux chez Wauquiez, c'est qu'il est les deux, il est probablement les deux, et il reproche à Macron de n'être qu'un, alors que lui est aussi plus près, malgré tout, de cette France majoritaire, de cette France plutôt à la fois technique, élitiste, que de la France du terroir. Et en même temps, si j'ose dire, c'est quelque chose qu'il a, lui aussi. Donc je pense que le révélateur de son discours arrivera le jour où Macron décidera d'aller à gauche, mais ira-t-il à gauche? Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord, moi je suis assez réservé sur ce partage manichéen que fait Laurent Wauquiez entre les deux France, la France de province, la France des métropoles, et je suis sensible à ce que Éric Fotorino, aux nuances que Éric Fotorino introduit. En réalité, il n'y a pas du tout de France, sauf sur un point que je vais expliquer. Il y a une France des métropoles qui est à la fois une France du centre et des périphéries banlieusardes, à des quartiers, comme on dit, avec tout ce que ça comporte de contradictions, etc. Et puis d'autre part, une France de province qui elle-même est profondément différente entre des villes moyennes qui se débrouillent assez bien ou même qui sont organisées autour de grandes métropoles comme Lyon, etc. Et puis un rural profond qui a, lui, des problèmes de désertification qui sont très particuliers. Donc il faut vraiment plutôt partir de la définition qu'on donnait sous le Second Empire, quand on disait que la France était composée de 40 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Je veux dire que tout le monde est mécontent dans ce pays, mais que c'est extrêmement difficile de classer en deux, sauf sur un point. Et c'est là d'ailleurs on voit bien le ressort sur lequel appuie Laurent Wauquiez, qui est le problème des élus. C'est qu'effectivement, on a aujourd'hui deux catégories d'élus. On a des élus territoriaux et des élus, des parlementaires. Les élus territoriaux qui ont gagné les différentes élections locales au cours des dernières années contrôlent effectivement les collectivités locales. Et les parlementaires nationaux, au nombre desquels je m'honore d'appartenir, ne contrôlent rien du tout. Ils obéissent au président,
nous sommes les uns et les autres dans des situations différentes, mais de respect soumis. Et d'autre part, en circonscription, nous sommes confrontés à des élus locaux qui disent « Ah bon, vous êtes là, c'est bien ». Écoutez, revenez nous voir, nous sommes contents de vous rencontrer. Mais on n'a absolument, évidemment, avec la loi sur les cumuls, on n'a absolument aucune pression. Donc il y a vraiment ces deux personnels politiques, et on voit bien que Laurent Wauquiez appuie de façon très logique, alors qu'il est dans un parti qui vient de subir une assez importante défaite, appuie sur le registre des élus territoriaux. Alors sur sa stratégie, moi je trouve qu'il faut repartir toujours des catégories de René Raymond, sur les trois droites. La droite légitimiste, c'est-à-dire en réalité conservatrice, tournée vers le conservatisme sociétal, la droite qui est héritière de l'ordre moral, puisque Roselyne Bachelot, dans cette salle, celle de Jean Foyer, qui est tout à fait, mais qui n'est pas la sienne. Nous avons bien compris que Roselyne Bachelot n'était pas une adepte de l'ordre moral intégral. On peut même dire le désordre moral complet. Nous avons d'autre part une droite autoritaire, bonapartiste, souverainiste, parfois protectionniste. Après tout, Bonaparte était protectionniste, sinon il n'aurait pas inventé le blocus continental. Et nous avons enfin une droite orléaniste qui est libérale sociale européenne, pour parler comme Raymond Barre ou comme Raymond Aron. Donc nous avions il y a un an, ces trois droites étaient là. Philippot incarnait un virage bonapartiste du Front National. Sarkozy et Fillon se disputaient avec un niveau de conviction différent et des méthodes assez différentes, l'héritage d'une droite sociétale assez tournée vers les valeurs, assez plus ou moins liée à sens commun. Et troisièmement, on avait avec Juppé une droite libérale sociale européenne. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que la première a éclaté, c'est-à-dire que le FN conservateur de Madame Maréchal Le Pen a refait surface, même si Madame Maréchal Le Pen a elle-même disparu, et Philippot a volé en éclats. Donc on a quelque chose en déshérence. Le vrai pacte bonapartiste, il n'est plus représenté par personne. Marine Le Pen balbutie une position incompréhensible, et le conservatisme est en déshérence. Et d'autre part, sur le plan des libérales sociales européens, qui représentaient de façon assez brillante et assez sympathique, j'ose pas en dire du bien parce que ça lui porterait tort, par Maël de Calan dans l'élection qui se joue au sein des Républicains, eh bien, cette droite-là est quand même tout à fait absorbée par Emmanuel Macron. Et, ce qui me trouble beaucoup personnellement, Emmanuel Macron a décidé de ne pas lui donner corps. Il a décidé d'utiliser à fond République En Marche, qui est un aval fumé universel. République En Marche est un aval fumé, des fumées de droite, des fumées du centre, des fumées de gauche. Et un aval fumé, toutes les fumées, comme l'UMP il y a 20 ans, toutes les fumées rentrent dans l'aval fumé et disparaissent. Et ça, c'est quand même un problème. Alors on dit, ça se manifeste comment ? On dit à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin de rejoindre République En Marche, ce qui est évidemment un non-lieu idéologique, puisque la seule réalité de République En Marche, c'est d'écouter et de répercuter une parole extrêmement brillante, qui est celle du président de la République. Donc là, il y a un grand trou. Donc trou à l'extrême droite. Et alors, évidemment, Wauquiez, dans cette affaire, reconstitue à partir d'une droite mi-sociétale, mi-autoritaire, xénophobe, reconstitue une droite dure et applique la stratégie qui est celle de Mitterrand dans les années 60. On voit très bien, Wauquiez n'a aucune conviction. C'est une de ses grandes qualités. Et on voit très bien ce qu'il veut faire. Il veut s'ancrer à droite, comme Mitterrand s'était ancré à gauche. Rappelez-vous, dans les années 70, François Mitterrand qui disait « ceux qui ne sont pas pour la rupture avec le capitalisme, comme les Suédois, par exemple, ne sont pas de vrais socialistes ». Donc on disait n'importe quoi à l'époque. Là, on dit la même chose à droite, et c'est pas bête. Il se fait une espèce de sanctuaire, et 2 ans avant la présidentielle, eh bien, il arrivera en disant « Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai un projet européen et je vais le sortir ». Donc il va se rapprocher insensiblement du centre. Alors le problème qu'il a, c'est évidemment une personnalité, alors je ne vais pas dire trop de mal des personnalités, notamment les triptyques là, mais c'est quand même une personnalité qu'on peut qualifier de brutale, opportuniste et versatile. Enfin, qui est jugée comme telle, pas par moi, bien sûr.
J'ai pas qu'on me... Ah non, non, vraiment pas. Et donc, c'est une personnalité. Mais Mitterrand était pas brutal, sauf quand il fallait l'être. Enfin, Mitterrand était certainement plus chatoyant que l'est Laurent Wauquiez. Mais il est vrai que sa position est forte. Et je m'inquiète de voir qu'au centre du dispositif, Macron a une position stratégique extrêmement forte, mais il refuse que les rivières souterraines de la gauche, du MRP, c'est-à-dire du MoDem, et de la droite libérale s'expriment et s'organisent. Or, je crois que les rivières souterraines, les sensibilités souterraines dans ce pays, ça existe, et que si vous ne les prenez pas en compte, eh bien, il peut vous arriver quelque chose de comparable à ce qui est arrivé à l'UMP, c'est-à-dire un étiolement progressif. Donc, je ne crois pas que la stratégie de Wauquiez soit idiote, même si elle m'est intensément, vous l'aurez deviné, antipathique. Eh bien, puisque cette question me paraît entendue, je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la situation en Catalogne. Le 27 octobre, moins d'une heure après la proclamation d'indépendance de la Catalogne par 70 des 135 députés du Parlement régional, le Sénat espagnol a voté la mise sous tutelle de la région. Le recours à l'article 155 de la Constitution a été approuvé par une écrasante majorité, 241 voix pour, 47 contre et une abstention. Une grande partie de la classe politique espagnole a pris le parti de la fermeté, le Parti populaire, le PP, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, et le Parti libéral Ciudadanos ont soutenu le recours à ce mécanisme d'exception jamais utilisé depuis le retour de la démocratie en Espagne. Le même jour, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, dénonçait, je cite, « la déraison prenant le pas sur la loi et la démocratie en Catalogne », puis il présentait les mesures édictées par Madrid pour reprendre la région en main, destitution du gouvernement catalan, mise sous tutelle de l'administration, dissolution du Parlement régional et convocation d'élections le 21 décembre prochain. M. Rajoy a renoncé pour le moment à prendre le contrôle des médias publics catalans, comme le lui avaient demandé les socialistes espagnols. Lundi 30 octobre, l'administration catalane était déjà sous le contrôle de Madrid pour la première fois depuis la fin de la dictature du général Franco. C'est la vice-présidente du gouvernement espagnol, Soraya Sáenz de Santamaría, qui a repris les rênes de la région. L'ancienne équipe dirigeante fait quant à elle l'objet de poursuites. La Haute Cour d'Espagne a convoqué mardi le président déchu de la Catalogne, Carles Puigdemont, ainsi que 13 autres membres de l'administration régionale. Après une fuite rocambolesque par Marseille, le gouvernement séparatiste destitué s'est rendu à Bruxelles, d'où Carles Puigdemont assure être toujours le président légitime de la Catalogne. Depuis la Belgique, cet ancien président de la Généralité a affirmé ne pas chercher à se soustraire à la justice ni demander l'asile politique. Il a déclaré s'être rendu à Bruxelles pour interpeller les autorités européennes sur la question catalane. M. Puigdemont ne s'est pourtant pas rendu à sa convocation à Madrid, contrairement à 8 de ses anciens ministres et collaborateurs. Ceux-ci ont été placés en détention provisoire le 2 novembre et le parquet espagnol a requis d'importantes peines d'emprisonnement pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Alors que M. Puigdemont réclamait la libération du gouvernement légitime de Catalogne, la procureure espagnole Carmen Lamela a émis le 3 novembre un mandat d'arrêt européen contre lui et 4 de ses ministres, toujours repliés en Belgique. La justice belge dispose désormais d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur l'extradition des dirigeants catalans. M. Puigdemont a donné vendredi soir un entretien à la RTBF dans lequel il a annoncé sa volonté d'être candidat aux élections du 21 décembre. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Il faut avouer qu'il est difficile maintenant de réussir à suivre la stratégie de Carles Puigdemont. On est passé d'une situation où les Catalans donnait le rythme, prenait l'initiative et où le gouvernement de Madrid semblait toujours avoir un temps de retard et improviser, à une situation maintenant inverse où c'est Rajoy qui a pris la force de l'initiative et les indépendantistes qui improvisent en permanence. Donc on ne comprend pas bien ce que veut dire Puigdemont quand il dit qu'il mènera campagne depuis
puis la Belgique pour les élections du 21 décembre. Maintenant, il a appelé à ce qu'il y ait constitution d'une liste unique des indépendantistes catalans, alors que la majorité qu'il rassemblait à grande peine était déjà extraordinairement composite entre des conservateurs de droite régionalistes et une extrême gauche extraordinairement agressive qui faisait partie de sa majorité. Alors, je voudrais revenir sur 2 épisodes quand même importants, parce que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer pour les prochaines élections, et même cet épisode du mandat d'arrêt européen, ce n'est pas clair. Mais je crois que c'est utile de remettre en perspective tout ce débat, tout le mois qui s'est écoulé, à la lumière de 2 épisodes précédents. En 2006, quand les socialistes étaient au pouvoir à Madrid, José Luis Zapatero avait décidé de remettre un peu à plat toute la discussion fédérale espagnole, qui est une discussion inachevée depuis 1978, parce que quand les Espagnols sont sortis du franquisme, ils ont construit une constitution en laissant de côté la question fédérale à proprement parler, à savoir, il était évident que les régions pourraient avoir une forme d'autonomie, mais le texte constitutionnel ne dit pas exactement si l'Espagne est une fédération ou pas une fédération, ni l'un ni l'autre. Et du coup, le débat fédéral a toujours été ouvert en Espagne sans être complètement tranché. Et de fait, il y a eu des négociations en 2006, un statut qui a été adopté pour la Catalogne, qui a été voté à la fois par le Parlement espagnol et le Parlement catalan, puis ratifié par un référendum populaire en Catalogne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, le Parti populaire était dans l'opposition et il a décidé de poser un recours devant la Cour constitutionnelle qui, elle-même, ensuite, en 2010, du coup, a cassé ce vote populaire en contestant 3 points en particulier, l'utilisation de la langue catalane qui pouvait se révéler discriminante pour des Espagnols non catalans en Catalogne. Il faut savoir que l'espagnol est enseigné dans les écoles catalanes comme une langue étrangère, c'est-à-dire que ce n'est pas du bilinguisme comme en Belgique, c'est vraiment une langue étrangère. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle a contesté l'idée que la Catalogne puisse avoir son propre conseil de justice. Et il faut lire la déclaration récente de Puigdemont disant qu'il veut se rendre devant la vraie justice, la justice belge, pas la justice espagnole, qui est quand même une déclaration un peu sidérante à la lumière de ce type de revendication. Et troisièmement, l'utilisation du terme « nation » pour désigner la Catalogne. Donc, on peut dire que le Parti populaire a sa propre responsabilité dans la déstabilisation actuelle parce qu'il a, dans le fond, ouvert ce contentieux juridique qui aurait pu ne pas être parce qu'il y avait eu un accord qui avait été trouvé. Mais d'un autre côté, les indépendantistes, il faut revenir sur la décision du vote favorable au référendum, donc qui a ouvert ce référendum non autorisé par Madrid le 1er octobre. Ça a été un vote le 6 septembre au Parlement catalan. Et là, je veux dire, j'ai été impressionné par un article de l'historien Benoît Pellistrandi qu'on reçoit régulièrement dans cette émission sur le site Telos. Je vous encourage à recevions dans d'autres lieux avec plaisir et que nous recevrons avec beaucoup. J'espère qu'on le recevra. Il a décrit les conditions dans lesquelles ce vote s'est fait le 6 septembre en dérogation complète avec toutes les règles du Parlement catalan. C'est-à-dire que le vote n'avait pas été mis à l'ordre du jour. Il a été adopté selon une procédure d'urgence, en lecture unique, alors que normalement il faut 2 lectures. Et surtout, il a été voté à la majorité simple, alors que les textes prévoient qu'il faut une majorité des 2/3 pour modifier des aspects constitutionnels touchant au statut d'autonomie de la Catalogne. Donc, il y a eu véritablement un coup de force parlementaire au sein du Parlement catalan, puis ce référendum non autorisé. Alors, il faut espérer que ce vote du 21 décembre permettra d'apaiser les choses et de dégager une nouvelle majorité. Ce n'est pas sûr pour autant. On peut sortir aussi de ce vote avec une situation politique difficilement lisible. Mais enfin, il faut espérer pour
les Espagnols et les Catalans, mais aussi pour le reste de l'Europe, parce que je crois que d'un point de vue économique, il peut y avoir un impact extrêmement fort pour l'ensemble de la zone euro et de l'Europe à ce chaos catalan. Il faut rappeler que la Catalogne pèse à elle seule économiquement plus lourd que la Grèce au sein de l'Union européenne. Éric Fattorino. Alors, en écoutant ce rappel très, très clair, c'est vrai qu'on se dit qu'on est tombé dans une sorte de mauvaise histoire belge. C'est-à-dire qu'au départ, moi je dois vous dire très modestement que je ne connaissais pas grand-chose à tout ça, et comme Laurent Wauquiez, alors je dois le dire, je n'avais pas beaucoup de conviction à ce niveau, mais j'avais envie d'écouter parce qu'il faut toujours entendre ces voix dissidentes, surtout après le Brexit, surtout après ce qu'on a vécu avant avec le Kosovo, l'ex-Yougoslavie, enfin le droit des peuples à s'autodéterminer, etc. Donc, j'ai pris quelques références, notamment celle d'un livre que vous avez probablement tous lu, de Karl Marx, sur le 18 Brumaire, quand il dit que l'histoire a vocation à se répéter, mais que la première fois, elle arrive sous forme de tragédie et que la deuxième fois, elle arrive sous forme de farce ou de comédie. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement en exil? Enfin, il y a 4 ministres qui vont avec M. Puigdemont, qui arrivent à Bruxelles. On comprend, mais en fait, ce n'est pas le cas. Qu'il serait plus ou moins attiré par ses amis qui militent pour l'autonomie de la Flandre, qui ne sont pas tout à fait des gens fréquentables, sont plutôt droite très très extrême, mais c'est même pas ça non plus. Donc il y a une nébuleuse, et j'avoue que j'ai moi-même du mal à suivre ce qui devient cette auberge espagnole bruxelloise. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai l'impression qu'on est dans un conflit d'imaginaires. Qu'il y a plusieurs imaginaires comme ça qui se rencontrent, qui se télescopent. Il y a bien sûr l'imaginaire national, la nation, les États-nations, l'Espagne, avec ses régions. Et toutes ces régions contribuent à faire une nation. Et qu'après, évidemment, la fin du franquisme, il a été très important d'avoir cette nation forte qui se développe. Et d'ailleurs, l'autre imaginaire, c'est évidemment l'imaginaire européen. L'imaginaire européen, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a une sorte de concomitance entre la fin de la dictature espagnole et puis la Movida, le fait que l'Espagne devient une puissance grâce à l'Europe, grâce aux institutions européennes. Donc, si on met des petits cailloux, on peut suivre effectivement le cheminement que j'essaie d'imaginer de cet ancien président de la Catalogne. Et puis, il y a un autre imaginaire, évidemment, qui est l'imaginaire de la dictature. Et lorsqu'on regarde les éditoriaux de la presse espagnole et de la presse catalane, on voit bien qu'il y a une petite musique qui est de dire, finalement, la manière dont Madrid veut traiter la Catalogne, c'est la prolongation de l'Espagne fasciste sur la Catalogne. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a là intéressant dans les non-dits de ce dossier. Vous avez en tête, évidemment, tout ce qui a pu être écrit sur la Catalogne autrefois, entre Kessler, entre un certain nombre, Malraux, bien sûr, sur la Catalogne, et Orwell, bien sûr, hein, le Testament espagnol, l'hommage à la Catalogne, tous ces grands textes. Donc, cette région qui, en effet, se dit, on est libre, et là, on est en train de se victimiser pour montrer que ces salopards de Madrid, en fait, ils refont du franquisme sur nous, sur notre compte. Alors après, il y a un autre imaginaire qui est beaucoup plus pragmatique, qui est évidemment un peu moins glorieux, c'est dire en gros, est-ce qu'on va continuer, nous les Catalans, à payer pour toutes ces régions pauvres, hein, c'est pareil d'ailleurs en Vénétie, en Lombardie, on va dire, hein, on dit toujours que toute l'Italie travaille pour que Rome se repose. Est-ce que nous, on va continuer à travailler pour le roi de Prusse, autrement dit pour le reste des régions pauvres? Donc il me semble qu'il serait utile pour apaiser ce dossier et mieux le comprendre, d'en voir tous les tenants et les aboutissants, mais d'avoir quand même en tête, et Marc-Olivier Padis l'a dit tout à l'heure, personne n'interdit en Catalogne de parler le catalan, au contraire. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il y a eu de la part du pouvoir central une oppression sur la Catalogne qui ferait qu'il est insupportable d'être encore espagnol. Donc, être catalan, être espagnol, être européen, c'est probablement une voie de sagesse qui m'apparaîtrait assez rationnelle, mais on voit qu'on n'est pas parti vers là. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est...
je pense qu'il faut regarder les trois points de vue, c'est-à-dire celui de Madrid, celui de Barcelone, celui de Madrid et celui de l'Europe. Sur le plan des partis souverainistes, indépendantistes, je dois dire que c'est quand même absolument consternant ce qui se passe et ce qui s'est passé. L'idée, moi j'étais assez lié avec cette personnalité qui est très contestable, dont on a vu qu'il n'était pas d'une honnêteté scrupuleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était Jordi Pujol, qui a dirigé la Catalogne pendant longtemps et qui chaque fois qu'il venait à Paris me demandait de faire des commentaires sur la vie politique française, etc. Je le voyais. Et là, on avait quand même affaire à un sacré politique, à quelqu'un qui cultivait évidemment la fibre nationaliste, de Convergenza y Unió, mais qui se gardait bien de franchir les limites et qui d'ailleurs a maintenu cette bourgeoisie nationale au sens marxiste du terme catalane dans des limites étroites. Et c'est son successeur, Artur Mas, qui a vraiment dilapidé cet héritage électoral et politique, faisant dériver le mouvement indépendantiste vers des choses qui le rendent très difficilement gérable, qui sont les deux partis d'extrême droite, la CEP d'une part et l'ERC. Extrême gauche plutôt. D'extrême gauche, pardon. Oui, ça se confond parfois. L'extrême gauche. Et donc, là, on voit que vraiment, on ne peut pas conduire une stratégie d'indépendance dans des conditions de cet ordre. La logique de ce mouvement se comprendrait si on était dans la situation du Kosovo. C'est-à-dire si on avait un pouvoir extérieur, violent, fasciste, qui imposait une loi à l'ensemble des Catalans, ce n'est absolument pas le cas. On comprend l'aspiration à l'indépendance, mais il faut évidemment, pour qu'elle se manifeste, que ce ne soit pas par un référendum ponctuel, organisé dans des conditions qui sont totalement irrégulières et qui se traduiraient par un résultat très insuffisant. Il y a pour l'instant à peu près un tiers des électeurs catalans qui ont voté pour l'indépendance. On ne construit pas l'indépendance comme cela quand on est avec un pays, dans un pays démocratique, on engage des négociations, on fait... Alors je ne dis pas que Rajoy ait fait les choses bien, mais ce processus ne peut, de la part des indépendantistes, que déboucher sur la guerre civile, soit une confrontation directe, vigoureuse avec Madrid, mais soit, peut-être pire encore, un déchirement à l'intérieur de la société catalane. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de monstrueux. Il faudrait faire des choses à la calédonienne, faire effectivement des consultations populaires pendant tous les 5 ans, s'assurer que les 2 tiers des Catalans veulent un statut véritablement différent, négocier un certain nombre de choses en commun avec Madrid, donc absolument le contraire de ce qui est fait et qui ne peut conduire, je suis inquiet, sur des affrontements. Du côté de Madrid, la situation est évidemment, il y a eu des moments différents. Il y a eu une violence policière qui a été très maladroite le jour du référendum. Il y a eu ensuite quelque chose de beaucoup plus habile sur l'idée qu'on allait organiser des élections et que c'est seulement les électeurs catalans qui pourraient dire un peu comment s'orienter dans cette affaire. Et puis maintenant, il y a des décisions qui me paraissent quand même assez dangereuse de la justice espagnole. Alors mon vieil ami Mendes de Vigo, qui est porte-parole du gouvernement, qui est un homme extrêmement prudent et grand Européen de plus, a tenu à expliquer que la justice, c'était la justice. Le ministre des Affaires étrangères a fait une interview dans le Figaro il y a quelques jours où il disait la même chose. Il n'excluait pas une évolution dramatique et il tenait bien à marquer la distance du gouvernement par rapport à la justice. Mais je crois que le fait de ficher les gens en prison, c'est quelque chose, dans l'état d'esprit actuel, qui est très mauvais et qui conduit à des réactions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est le troisième aspect, c'est qu'on ne sait plus, on n'a plus de fidélité nationale précise. En réalité, la seule chose à laquelle les gens se réfèrent spontanément, c'est la démocratie et le droit, le principe d'autodétermination.
Mais quand on y réfléchit, le principe d'autodétermination, c'est très bizarre. On ne va pas... je voyais hier un débat à Londres avec Mme Sturgeon et quelqu'un lui disait, mais l'indépendance, si la cité de Londres veut être indépendante, est-ce que vous estimeriez que c'est légitime? Qu'est-ce qui a le droit à être indépendant? Est-ce que chez nous, la Corse, le Pays Basque, la Catalogne, la Bretagne, l'Alsace ou je ne sais quoi, auraient, à partir du moment où se rencontrerait un droit à l'indépendance? Et aujourd'hui, ce qui se passe et qui me paraît très très difficile à gérer, c'est que la patrie, l'État-nation n'est plus une valeur sacrée. Amour sacré de la patrie, dit l'hymne national. Eh bien, justement, cette sacralité a disparu. On a l'impression que ce sont les gens qui sont pour ou qui sont contre. Et là, ça me ramène à l'Europe, à quelque chose de ma vieille querelle avec notre ami Max Gallo. Max disait « Nous assistons à la crise de l'Europe et au réveil des nations ». Et je lui disais « Pas du tout. Nous assistons à une fragmentation générale des collectivités politiques du haut en bas. Il y a un repli sur des valeurs régionales, locales, corporatistes, syndicales, religieuses, partout. Et là, nous sommes bien dans cette situation. C'est pourquoi je crois qu'il faut être indulgent. Et je terminerai là-dessus, parce qu'une petite critique sur le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Je crois que, en réalité, l'Europe ne peut pas s'en mêler. L'Europe, c'est quoi? L'Union européenne, contrairement à ce que s'obstinent à penser un certain nombre de gens, qui soient pour ou contre, c'est une association d'États souverains qui ont passé entre eux des accords pour exercer en commun, sur un mode fédéral d'ailleurs, un certain nombre de compétences. Ça n'est pas un État fédéral. Il n'y a pas de souveraineté européenne. La souveraineté européenne, ça veut dire un pouvoir qui n'est... Et c'est là où je me distingue du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. La souveraineté européenne, la souveraineté, c'est un pouvoir qui n'est lié que par lui-même. Si effectivement il y avait une souveraineté européenne, aucun autre pouvoir national ne pourrait s'y opposer. Et là, l'intervention de l'Europe serait à la fois nécessaire et légitime. Mais nous n'en sommes pas du tout là. L'Union européenne, c'est un accord entre les États, et notamment l'État espagnol, et donc il est tout à fait normal que nous disions, nous autres Européens, un, que c'est l'affaire de l'Espagne, et deux, qu'il faut absolument veiller à ce que tout ça se fasse dans l'ordre, le respect du droit, de la démocratie et des libertés de chacun. C'est un discours assez modeste, mais c'est le seul qui soit légitime. Nicolas Bavrez. En lecteur fidèle de Marx, je me permettrai effectivement de reprendre sa citation et pour voir si on ne peut pas la compléter. C'est-à-dire que l'histoire se répète peut-être finalement 3 fois. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce et peut-être une troisième fois à nouveau comme une tragédie. Et c'est la question qui est posée par la Catalogne. La vraie tragédie, c'est évidemment la guerre d'Espagne, le franquisme, et on voit que Carles Puigdemont essaye de faire revivre ce scénario dans un monde qui n'a rien à voir, puisqu'évidemment 2017 n'est pas 1936, et M. Rajoy n'a strictement rien à voir avec le général Franco, contrairement à ce qui est prétendu. Donc la farce, elle a bien eu lieu avec ce qui a été rappelé sur les conditions d'organisation du référendum du 1er octobre, avec ensuite cette indépendance, la palinodie entre le 1er octobre et le 27 octobre, où l'indépendance est prononcée, reportée, annulée. Et troisième moment de la farce, évidemment, la fuite piteuse de M. Puigdemont, théoriquement pour demander l'asile, et puis ensuite plus pour demander l'asile, à l'invitation de l'extrême droite flamande, puis non plus à l'invitation de l'extrême droite flamande. Et dernier épisode de la farce, la volonté, je cite, d'internationaliser le conflit. Il va de soi que l'Union européenne et les Européens, très justement, prennent tout à fait garde de faire d'abord de la Catalogne une affaire espagnole à régler par la démocratie espagnole. Donc ça, c'est la dimension de la farce. Est-ce qu'on peut voir néanmoins ressurgir la tragédie ? De fait, ça n'est pas tout à fait impossible et c'est extrêmement inquiétant à la fois pour la Catalogne, pour l'Espagne et pour l'Europe. La Catalogne, elle paie déjà un prix extrêmement cher à cette espèce de folie collective qui a été lancée
par une partie parce que même une partie, ça n'est qu'une partie, y compris des indépendantistes qui soutient M. Puigdemont. En matière économique, il y a déjà 1700 entreprises qui sont parties de Catalogne. Ça fait quand même le tiers du PIB de la Catalogne. Donc quand on expliquait que la Catalogne était 16% de la population et 20% du PIB espagnol, c'était vrai. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Et quand on voit l'impact également sur le tourisme, donc la Catalogne va payer un prix extrêmement cher au plan économique. La société catalane est extrêmement divisée. Et ce qu'on a vu avec la fuite de M. Puigdemont, c'est qu'effectivement, une totale improvisation. Fort heureusement, il n'y a pas eu de résistance civique à la mise en place de l'article 155. Les 200 000 fonctionnaires catalans ont obéi aux instructions qui sont données par Madrid. Mais on voit très bien que, y compris sur le plan politique, cette idée de proclamation d'indépendance est une folie et qu'il n'y a pas du tout de structure d'un État catalan. Pour l'Espagne, c'est dangereux aussi. Et évidemment, pour l'Europe, parce que la dynamique de la sécession est extrêmement dangereuse. La grande différence, y compris avec le Brexit, avec le référendum sur l'Écosse, c'est que ces consultations ont été organisées sur une base qui était une base parfaitement légale. De même pour les 2 référendums en Italie du Nord, en Lombardie et en Vénétie. Ça n'est absolument pas le cas de ce qui a été fait en Catalogne. Alors, dernier point, comment on peut en sortir ? La démocratie, c'est 3 choses. Le suffrage universel, ensuite l'état de droit et ensuite un principe de modération et de compromis. Je pense que le gouvernement Rajoy a eu tout à fait raison d'aller d'abord vite pour faire trancher rapidement le conflit par le suffrage universel, d'être modéré dans la mise en place de l'article 155, de s'assurer d'un parfait accord avec le Parti socialiste, le PSOE, et avec Ciudadanos. Donc il y a vraiment une unité des partis de gouvernement espagnols sur cette condition. Ce qui a été dit sur les peines de prison et sur la justice est vrai, mais on oublie toujours, parce qu'on est en France, et donc en France, on n'a jamais l'idée que la justice peut être indépendante. La justice espagnole, elle est indépendante. Je rappelle que c'est le seul pays européen où vous avez aujourd'hui des banquiers en prison. Monsieur Rato, le patron de Bankia, est en prison à la suite des malversations qui ont été commises au sein de sa banque. La famille royale a été touchée par des procédures judiciaires. Donc la justice espagnole est vraiment indépendante. Ça n'est pas Monsieur Rajoy qui explique ce qu'il faut faire. À l'inverse, c'est vrai que ça va remobiliser le camp indépendantiste. Sur le principe de modération, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes possibles. Je crois qu'il y a et le comité des régions, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'il y a 17 régions en Espagne et pas qu'une, qu'il y a 47 millions d'Espagnols qui sont intéressés aussi à ce qui va se passer pour les 7,5 millions de Catalans. Et puis, on a rappelé ce qui s'était passé en 2006-2010, mais ça montre bien qu'il y a de la place pour une mise à jour de la Constitution espagnole. Simplement, il faut que ça se fasse dans les règles. Et l'Espagne est une vraie démocratie, elle a une vraie Constitution, et il est tout à fait normal que, y compris les Catalans, se prêtent au jeu de cette Constitution, ce que font, je le rappelle parfaitement, les Écossais, et y compris Madame Sturgeon. Donc voilà, et pour ce qui est enfin de l'Europe, il est clair qu'il faut absolument tenir cette position actuelle et qu'il faut absolument refuser toute forme d'internationalisation. La seule forme d'internationalisation qu'il y aura, c'est la forme judiciaire avec le mandat européen et puis également donc les procédures qui ont été lancées pour que M. Puigdemont et les 4 autres conseillers aillent effectivement défendre leur cause devant la justice espagnole, qui est la seule compétente pour ce qui concerne leur dossier. Je vous remercie. Mine de rien, l'heure vient de sonner de notre dernière séquence, la séquence des brèves, au cours de laquelle chacun d'entre nous, s'il le souhaite, souligne un événement ou recommande telle ou telle exposition, lecture, ciné-film, etc. Et je vais donc donner d'abord la parole à Marc-Olivier Padis pour sa propre brève.
Une lecture cette semaine que je vous recommande, c'est un livre directement en poche chez Folio de Pierre Judet de Lacombe, qui est un philologue et traducteur du grec. On lui a demandé d'écrire une biographie de Homère, et donc il a fait remarquer à son éditeur que Homère n'avait peut-être pas existé, mais ce n'était pas une raison pour ne pas écrire une biographie, après tout. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de brio, en menant l'enquête pour savoir mais qui est cet Homère, cet homme errant, sans père, sans patrie, aveugle, et dont le nom veut dire, en réalité, le surnom veut dire en fait l'assembleur, puisqu'il a assemblé différents morceaux de grands chants épiques qui existaient avant lui et qu'il a mis ensemble. C'est Shakespeare, tu ne savais pas. C'est ça. Mais tous les grands auteurs, on peut douter de leur existence. En tout cas, là, c'est vraiment une très belle enquête et c'est aussi une très belle occasion de revenir à de la poésie antique. Éric Fotorido. Alors, un homme errant, je vais vous citer Patrick Modiano et ses souvenirs dormants. J'ai une hygiène depuis plus de 20 ans, c'est que quand un Modiano sort, je l'achète le jour même et je le lis le jour même. Et donc, l'avantage quand on a lu Modiano tout petit, c'est qu'on comprend que chaque livre est une petite pièce de puzzle. Et que quand on les ajoute les unes aux autres, on commence à avoir le grand panorama. Et donc, ce livre de Modiano a une particularité, il n'y a pas marqué roman, il y a marqué récit. Mais on croit qu'on est dans un roman de Modiano. Donc, on comprend tout, qu'on comprend à quel point il a entremêlé le vrai et le faux, et ces ombres errantes dans Paris ne nous quittent pas même par une matinée ensoleillée comme aujourd'hui. Nicolas Bavrez. Je voudrais recommander la lecture d'extraits de Frédéric Bastiat. Ça s'appelle « L'État ou la grande illusion » et c'est publié dans la collection Faute à Voltaire chez Arfuyen. Et pourquoi est-ce que je recommande Bastiat ? Parce que c'est toujours un bonheur. Je vous cite juste ce passage sur les impôts. Ainsi, dans le public, 2 espérances dans le gouvernement, 2 promesses, beaucoup de bienfaits et pas d'impôts. Espérance et promesses qui, étant contradictoires, ne se réalisent jamais. Il suffit aux courtisans de popularité de crier aux oreilles du peuple « Le pouvoir te trompe, si nous étions à sa place, nous te comblerions de bienfaits et t'affranchirions de taxes. » Et le peuple croit, et le peuple espère, et le peuple fait une révolution. Et c'est d'abord un livre formidable. On y trouve aussi la pétition des fabricants de chandelles, bougies et lampes, qui est extraordinaire puisqu'elle fustige l'intolérable concurrence d'un rival étranger qui est le soleil, et elle appelle à la fermeture de toutes les ouvertures qui laissent entrer la lumière, ce qui permettrait de relancer la consommation d'un côté et d'alimenter l'offre nationale de l'autre. Et la démographie en plus. Donc, c'est extrêmement jubilatoire. Et l'autre raison, qui est une raison aussi importante, c'est que on oublie toujours que la France est un des grands pays du libéralisme et aussi sur le plan économique. Donc on se souvient quand même un peu aujourd'hui davantage de Constant et de Tocqueville au plan politique. Mais Jean-Baptiste Say, Bastiat et Léon Walras, qui a été obligé de s'exporter en Belgique tellement il était mal compris en France. Mais il y a une grande tradition économique du libéralisme français du XIXe siècle qui mérite toujours d'être rappelée et reconnue. Jean-Luc Bourlange. Oui, le meilleur résumé de la pensée de Bastiat a été formulé par Ronald Reagan, qui avait dit quels sont les 10 mots les plus obscènes de la langue américaine. C'était les suivants: « We are the government and we are here to help ». Moi, je voulais, dans le même esprit d'ailleurs, citer j'ai le livre de Sophie Coignard, Le nouveau mal français. Alors, Sophie Coignard est une très bonne journaliste qui s'est lancée sur les traces d'Alain Perfit. Parler, écrivait, agissait, disait Alain Perfit, et elle le cite, et elle essaie de réactualiser le mal français et d'Alain Perfit. Et je dois dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai le même sentiment que j'avais quand j'ai lu le livre d'Alain Perfit, c'est qu'au bout du compte, il reste pour moi une énigme, ce mal français. Car en réalité, tous ces livres ont en commun de focaliser tout un ensemble de causes dont aucune ne me paraît en soi satisfaisante. L'incompétence des députés, la centralisation des hauts fonctionnaires,
les corporatismes, un certain nombre de défauts, de vices moraux du pays, qui sont l'immobilisme, la défiance, l'égoïsme, des défauts idéologiques comme la manie réglementariste, je trouve que tout ça existe, tout ça est vrai, mais tout ça ne nous permet pas, et ce n'est pas pour rien qu'on bégaye en France depuis tant de décennies sur les réformes à opérer, en dépit des livres extrêmement brillants, savants et énergiques de Nicolas, tout ça ne nous éclaire pas sur le levier, sur la façon dont il faut régler la chose. Nous sommes un vieux pays d'État, effectivement dominé par le sommet, et à mon avis, ce n'est pas dans une révolution totale qu'on peut arriver à faire évoluer la chose, mais c'est dans un processus réformateur dont je continue à penser qu'il n'est pas étudié de façon raisonnable, précise, méthodique, réaliste par l'ensemble de ceux qui nous dirigent, je ne parle pas seulement des hommes politiques, mais de l'ensemble des responsables sociaux, économiques, administratifs et politiques. Je trouve que d'abord, nous ne sommes pas assez modestes et appliqués à essayer de voir ce qui exactement ne marche pas. Et ça nous donne donc une espèce d'accumulation de tous nos échecs, accumulation vertigineuse et désespérante. Je vous remercie de ces dernières paroles. Je voudrais aussi remercier d'abord la lettre d'information TTSO, dont le fondateur et despote éclairé, enfin éclairé à la chandelle, mais éclairé quand même, est ici et qui depuis le début nous soutient moralement et matériellement. Et je sais que dans cette salle, beaucoup de ceux qui sont ici le sont parce qu'ils ont appris que nous avions repris nos activités et que nous les donnions en public une fois par mois en consultant cette lettre d'information qui est extrêmement réussie parce qu'à partir de très peu de choses, elle arrive à donner beaucoup d'informations et à renvoyer sur beaucoup d'informations. Donc voilà, compliments et remerciements à son fondateur. Je remercie bien sûr l'école alsacienne, Christian Saury qui est ici, Julien Neuville qui est le producteur, Laurie Galigani qui est notre ingénieur du son, qui l'était déjà à notre première émission. Je rappelle que le nouvel L'Esprit public est préparé avec les élèves de la classe préparatoire à Sciences Po de l'école alsacienne, qu'il est produit et distribué par Nouvelles Écoutes. Et je voudrais remercier le public qui, cette fois-ci, comme les deux fois précédentes, remplit ce théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne, en vous disant d'ailleurs que la prochaine émission, le prochain enregistrement en public ici même, aura lieu le dimanche 3 décembre, qu'on se le dise. Merci à vous.